Bonjour à tous à nouveau. On a réussi à conserver la connexion. Je pense que la présentation va pouvoir débuter. Laissez-nous une minute de plus. Euh, je remercie Dr So et Sédou So de Saint-Louis du Sénégal. Je remercie également le professeur Mayor de la Torre d'avoir bien voulu répondre présent pour parler de ce sujet ô combien important qu'est le traitement du glaucome. Et donc, je passe la main en guise d'introduction à nos amis partenaires de chez Oftazone qui vont brièvement présenter leur société. Et ensuite, nous commencerons le webinaire sur les lasers dans le traitement du glaucome. C'est à vous, pour l'équipe Oftazone, pour l'intro. Bonjour à tous, bienvenue au premier webinaire organisé par Oftazone avec notre partenaire Lumiburn Medical, donc Cantel Medical et Elex. Voilà, c'est une grande fierté qu'on organise ce webinaire. L'idée d'Oftazone en Afrique, c'est vraiment de fournir du matériel de qualité, vraiment de haut de gamme, avec surtout du contenu clinique, parce que c'est très, très important. Ça manque énormément. Et après, tout le service et la maintenance qui va sur les appareils. Donc voilà, pour vous présenter très rapidement le groupe est né en 2018 avec Oftazone France. On a eu une très très forte demande du continent africain pour avoir du matériel aussi bien neuf que du matériel d'occasion. Et donc, on a par conséquent lancé une filiale en Côte d'Ivoire en 2022 avec donc une équipe sur place, 5 à 6 personnes aujourd'hui, qui vous fournit au quotidien tout le service nécessaire, la possibilité de visiter un showroom, de tester des machines et surtout une équipe technique, une équipe commerciale dédiée aux médecins ivoiriens et sur les pays aux alentours. On a continué notre expansion au Sénégal avec Malik Lam. En 2024, on a créé la société. Donc, au niveau du Sénégal, bientôt un showroom sera disponible pour tester les machines, acheter vos matériels consommables, instruments en ophtalmologie. Enfin, en 2025, on a lancé une filiale à Lomé, au Togo, avec Olivier Digo et son équipe. Donc, 4-5 personnes, encore une fois, entièrement dédiées à vos besoins, que vous soyez au Togo, aussi au Bénin, au Burkina Faso ou dans les pays limitrophes. Enfin, la dernière nouveauté, juste avant la SFO, c'était de se lancer au Cameroun, à Douala, avec une équipe, Mohamed Agrebi, qui est le manager sur place, qui a son équipe sur Douala et sur Yaoundé, toujours dans le but de vous fournir un service de qualité. Et aujourd'hui, nous avons des bureaux sur Douala. Tu peux passer le slide. Voilà. Nos partenaires, donc comme je vous ai dit, l'idée d'Oftazone, c'est vraiment de vous fournir du matériel de très haute qualité. On a sélectionné les meilleures marques pour vous dans chaque domaine d'activité. Parmi nos principaux partenaires, BVI pour tout ce qui est chirurgie de la cataracte, donc les phacoémulsificateurs, tout ce qui est instruments, implants intraoculaires, du très haut de gamme, du premium. On a notre partenaire historique. Le premier partenaire, c'est Lumiburn, avec toute la gamme laser, Cantel Medical, Elex, et toute la gamme échographie et sécheresse oculaire, Cantel Medical. Ensuite, on a la distribution également de Hackstreit pour tout ce qui va être lampe à fente, microscope, périmètre, donc encore le fabricant historique de lampe à fente. Ensuite, on a Oculus pour tout ce qui va être topographie, avec notamment le Pentacam. Toute la gamme OCT, nous représentons la gamme Canon, avec toute la gamme OCT angiographe, donc OCT grand champ également, angiographe et après des matériels de réfraction, kératoréfractomètre, tonomètre, pachymètre. On a au niveau des unités de consultation un partenaire que je ne vois pas sur le slide, mais MDT, des tables de très bonne qualité et vraiment à un prix défiant toute concurrence.
Ensuite, on va faire également de tout ce qui est cross-linking avec Servimed. On va faire des stérilisateurs avec Enbio. On a la distribution de Volk et Aini sur tous ces pays. Et Takagi au niveau en gamme complémentaire de Hackstreit. Voilà, notre présence en Afrique aujourd'hui, l'idée d'Oftazone, c'est vraiment de couvrir toute la zone. Donc, comme je vous l'ai dit, avec d'est en ouest, le Cameroun, avec notre implantation sur Douala, donc Mohamed Agrebi, qui est le manager avec son équipe. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Vous avez son numéro de téléphone ou c'est disponible sur le site internet. Ensuite, à Lomé, nous allons avoir Olivier pour Oftazone Africa Togo. Donc, pareil, avec toute une équipe et notamment le responsable commercial Guy qui se tient disponible pour venir vous rencontrer. Ensuite, on a Khaled avec toute son équipe à Abidjan. Donc, n'hésitez pas à contacter Khaled ou à aller voir Marie-Claude dans notre showroom si vous avez des besoins. Et enfin, Malik au Sénégal. Qui sera votre interlocuteur privilégié pour toutes vos demandes. En sachant que, pour conclure, Sadreddine Méry, donc notre responsable export Africa, bien sûr, travaille avec tous ses managers pour vous faire les meilleures offres, comprendre vos besoins et vous fournir toutes les informations techniques, cliniques nécessaires. Et ensuite, d'un point de vue SAV, nous avons Christian Faugan qui est responsable technique export, qui vraiment est la personne formée chez nous sur tous les fabricants pour vous assurer un service optimal. L'idée, c'est vraiment de répondre à toutes vos demandes en 24-48 heures maximum pour ne pas pénaliser votre activité. Voilà, j'ai essayé de résumer. Je suis très fier de ce premier webinaire. Merci à Cantel, merci à Ibrahim d'avoir organisé tout ça. Merci à tout le monde et profitez bien de cette session clinique. Donc, l'Humiburn Medical, c'est une entité qui a été créée vraiment il y a 5 ans maintenant, qui regroupe plusieurs activités. Donc, l'Humiburn, le groupe en lui-même, est présent sur d'autres marchés que le médical, dont l'industriel et le scientifique pour des expériences ou pour les industriels dans les laboratoires, également pour le défense et le spatial, également pour tout ce qui est capteur LIDAR pour les véhicules autonomes, les capteurs de vent dans les aéroports, sur les éoliennes par exemple, et évidemment la branche L'Humiburn Medical dédiée aux ophtalmologistes avec 3 marques phares qui sont Elex, qui est une marque australienne, Cantel Medical, qui est la marque française que vous connaissez tous, et Optotech Medical, qui est une entité basée en Slovénie, qui est un fournisseur que l'on a racheté il y a quelques années maintenant. Notre cœur de métier, c'est de pouvoir fournir des équipements en ophtalmologie pour le diagnostic et le traitement des 4 principales causes de cécité dans le monde, qui sont la cataracte, le glaucome, l'ADMLA et la rétinopathie diabétique, avec un complément d'activité sur la sécheresse oculaire, puisqu'on a des systèmes de diagnostic et de traitement comme IPL en sécheresse oculaire. Et donc, les gammes, c'est échographie, laser, sécheresse oculaire. Voilà, maintenant, on attaque tout de suite le sujet qui nous concerne, le laser SLT. Donc, on parle de trabéculoplastie laser. La trabéculoplastie laser, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui a été introduit avec l'ALT, le laser argon, qui était de faire des petits trous dans le trabéculum pour pouvoir augmenter l'évacuation de l'humeur aqueuse. C'était des petits trous de 50 microns avec des temps d'exposition de 100 millisecondes, ce qui générait vraiment des trous dans le trabéculum, ce qui n'est pas forcément quelque chose qui est répétable. Et donc est arrivé il y a plus de 25 ans maintenant, dans les années 2000, le laser SLT qui a été inventé par Marc Latina, qui veut dire donc trabéculoplastie sélective au laser, avec un laser vert qui est un laser YAG Q-switché 532 nanomètres, dont la taille de spot est considérable, c'est 400 microns pour couvrir l'ensemble du trabéculum et avec un temps d'impact qui est très court, ce qui fait qu'on n'obtient pas de dommages sur les tissus.
Comment ça fonctionne? On va irradier le trabéculum, en fait, les cellules pigmentées qui sont dans le trabéculum. Si vous voyez là sur l'écran, c'est les petites cellules bleues qui sont des cellules qui contiennent de la mélanine, sont des granules qui vont être vaporisés, qui vont exploser. Mais l'effet ne sera confiné qu'à ces granules. Il n'y aura pas d'effet sur les tissus adjacents, il n'y aura pas d'effet thermique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir plein de petits fragments qui vont constituer en fait des débris que le corps humain va déclarer comme corps étranger. Et on va avoir un recrutement de macrophages qui va aller nettoyer tout ça. Et un relargage de cytokines. Donc, on a en gros une réjuvénation tissulaire de cette maille trabéculaire. Si on regarde la vidéo, donc petite vidéo pour expliquer en vrai qu'est-ce qui se passe. Donc, le SLT va permettre une réduction de la pression d'à peu près 30% de la PiO lorsqu'il est utilisé en première intention. Le protocole, c'est d'utiliser un verre, un miroir, qui est un verre Latina, un verre de gonioscopie pour amener le faisceau laser sur le trabéculum via le miroir avec un grossissement de facteur 1 pour éviter toute modification de taille de spot. Et on fait environ une cinquantaine de tirs sur un hémisphère complet, c'est-à-dire sur 180 degrés, sur l'ensemble du trabéculum et des spots confluents. La taille de spot est de 400 microns pour couvrir l'entièreté de l'épaisseur, de la largeur du trabéculum, pour être sûr de stimuler les cellules qui s'y trouvent. Et donc l'énergie de départ, c'est 0,8 millijoules, mais pour vos patients mélanodermes, on peut considérer 0,6 millijoules de départ. Et on va augmenter 0,1 par 0,1 jusqu'à ce qu'on obtienne les bulles de champagne. Donc, c'est un phénomène de titration jusqu'à obtenir les bulles de champagne. Et à chaque fois qu'on obtient trop de bulles, on diminue de 0,1 jusqu'à avoir le moins de bulles possible. Et on va continuer le traitement. Et tous les 5 tirs, s'il n'y a pas de bulles, on va continuer à augmenter l'énergie pour qu'il y ait toujours un petit niveau de bulles. Pas trop. Voilà. Ce qui se passe au niveau des cellules, donc c'est les cellules pigmentées qui vont réagir à la lumière laser. Et donc, tout au long de la procédure, on va créer des débris et les macrophages vont être recrutés dans les heures et les jours qui suivent pour aller enlever tous les débris. Et on a un processus de production de cytokines qui sont les molécules de l'inflammation qui vont permettre en fait de faciliter le recrutement des macrophages et d'augmenter la cicatrisation tissulaire. Globalement, en fait, le trabéculum va se retrouver complètement nettoyé. Pas de dommages auront été produits sur les structures adjacentes, c'est le plus important. Et donc, on a un mécanisme restauratif et non destructif. Le SLT ne fait pas de cicatrices, pas de brûlures. C'est vraiment idéal pour les procédures glaucome. Et donc, 2-3 jours après, on va avoir une augmentation de l'évacuation lumeraqueuse, une PiO significative qui va significativement diminuer. Et ça peut aller entre 2 jours et 2 semaines pour avoir l'effet de baisse de la PiO. Après, on peut avoir un risque de pic pressionnel juste après le traitement. Donc, il y a un petit suivi qui peut être réalisé en post-op dans l'heure qui suit. Et après, le traitement, le suivi du patient pourrait être, au bout, ça dépend de quand est-ce que vous pouvez revoir vos patients, mais on peut normalement, dans les pays développés comme chez nous, où on a beaucoup de patients qui sont en mesure de revenir voir le médecin, on peut faire un suivi à 1 semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Je pense que le docteur Saut, tout à l'heure, nous fera part de son expérience dans le suivi, puisque souvent les patients dans vos pays ne sont pas susceptibles de revenir fréquemment être suivis. Mais ce n'est pas parce qu'on a fait un SLT que la maladie est stable pendant des années et des années. Il va falloir quand même surveiller cette évolution de la PiO. Là, ici, à l'affiche, les protocoles pour le SLT. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on pourra vous les fournir. Ce sont des protocoles qui sont très bien faits et qui sont facilement réalisables. Donc, le message à retenir pour le SLT, c'est que c'est une procédure qui est plutôt facile, faite au cabinet en moins de 5 minutes. Et c'est vraiment une option de traitement pour la plupart des patients, excepté un glaucome à angle fermé, bien évidemment. C'est non destructif. C'est vraiment, ça doit être proposé en première intention et professeur Mario de la Torre, juste après moi, va développer ce qu'est l'étude LIGHT,
qui a considérablement changé les paradigmes concernant le traitement du glaucome. Donc, le SLT peut être aussi en combinaison thérapeutique goutte ou pour éviter d'augmenter le nombre de collyres chez le patient, ça peut être une option, ou lorsqu'il y a un échec de collyre. On peut espérer une baisse de PiO de 30% de millimètres de mercure, oui. Et l'efficacité, c'est à peu près 80% des patients qui répondent correctement. Et le retraitement est possible, bien évidemment, ce n'est pas un traitement thermique agressif. Deuxième thème aujourd'hui, alors juste pour finir pour le SLT, l'American Academy a reconnu le SLT comme effectif pour les glaucomes à angle ouvert. La Société européenne de glaucome, et ça le docteur Sau va le développer tout à l'heure, a validé pour les patients à hypertension oculaire et glaucome primitif à angle ouvert comme étant une option de traitement initial supérieure aux gouttes. Et le Nice, et ça Dr Sau fera part de son expérience, le Nice recommande de faire un SLT à 360 degrés dès le premier traitement, ce qui est même légèrement plus efficace que faire 2 fois 180 degrés. Donc, le deuxième thème, c'est le laser diode. Qu'est-ce que c'est le laser diode? C'est une longueur d'onde de 810 nanomètres qui est dans le proche infrarouge et que l'on va pulser puisqu'on a un mode subcyclo qui veut dire cyclophotocoagulation subliminale ou le mode subliminal qui va être délivré, donc pas forcément au cabinet, mais dans une salle spécialisée ou au bloc opératoire. Là, par contre, c'est une procédure qui est un peu plus douloureuse. Hein. Les collyres topiques ne suffisent pas au niveau de l'anesthésie. Le 810 nanomètres, qu'est-ce que ça fait? En fait, on sait que ça pénètre beaucoup plus en profondeur dans les tissus parce que la longueur d'onde est plus élevée qu'un laser vert, par exemple, ce qui permet au laser de traverser la sclère et d'aller cibler les corps ciliaires, spécifiquement l'épithélium pigmentaire ciliaire qui contient de la mélanine, puisque l'on sait que c'est la mélanine qui réagit avec le faisceau laser. Donc, deux procédures dont vous entendrez parler, la subcyclo, le mode pulsé, et la thermocyclo, j'y viendrai juste après, qui est le mode agressif qu'on connaît tous, c'est le laser diode classique, mais avec beaucoup de risques secondaires, d'effets secondaires. Donc, le subliminal, c'est vraiment un faisceau laser pulsé, un temps on, un temps off, un temps de repos entre les pulses qui permet au tissu de ne pas trop monter en température, comparativement au laser thermocyclo qui, lui, est vraiment très agressif. Donc, la subcyclo, on utilise un duty cycle, un rapport entre le temps on et le temps off de 31,3%, ou de 25% pour certains cas. Par exemple, si on doit traiter des enfants, si on a des patients avec une très bonne acuité visuelle, on va choisir un duty cycle plus faible de 25%. Ça, vous le trouverez dans les guidelines. Je ne vais pas le développer nécessairement aujourd'hui, mais tout ça pour vous dire que le mode subliminal permet d'obtenir en fait un effet sur les tissus sans beaucoup d'effets secondaires. Donc, 3 hypothèses dans ce traitement. Comment ça marche? On a une coagulation douce des corps ciliaires parce que c'est l'épithélium pigmentaire que l'on cible et donc les tissus se coagulent légèrement. Donc, ça permet de diminuer la production d'humeur aqueuse. Ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est que globalement, on a un changement de la matrice extracellulaire qui entraîne une augmentation en fait, de l'écoulement par la voie uvéosclérale, l'écoulement de l'humeur aqueuse. Donc, ça paraît bizarre, mais en fait, c'est un effet qui a été remarqué et identifié avec des clichés échographiques UBM, augmentation de l'évacuation de l'humeur aqueuse. Et un troisième effet qui est la contraction en fait, de cette zone-là liée à l'effet laser, qui semblerait ouvrir plus grand l'angle irido-cordéen et donc d'accentuer l'évacuation de l'humeur aqueuse aussi à travers le trabéculum. Donc, on a 3 effets. Et les études montrent effectivement qu'on a des effets aussi avec une réduction de la pression aussi importante qu'on pourrait avoir avec l'ancienne technique de thermocyclo. Le positionnement de la sonde, puisqu'on travaille avec une sonde
directement sur l'œil du patient, une sonde dont la bille va être en contact avec une légère indentation, à peu près à 3 mm du limbe, pour cibler cette zone-là de l'épithélium pigmentaire ciliaire. Donc, pour la procédure, on va préférer les glaucomes avancés et réfractaires, même si on pourrait élargir les indications jusqu'à certains glaucomes modérés qui ne veulent pas faire la chirurgie. Et je pense que dans vos pays, c'est tout à fait acceptable pour certains glaucomes modérés d'élargir les indications parce que la chirurgie, c'est peut-être risqué et puis ça peut coûter plus cher. Donc voilà, Dr Sauce aura évoqué tous les arguments en faveur de la subcyclo avec son expérience à Saint-Louis du Sénégal à l'hôpital. Donc on a deux techniques, on peut balayer sur un hémisphère ou que sur les cadrans. Voilà, technique hémisphère. 80 secondes, c'est le temps minimum. Après, on ajuste en fonction de la pression du patient, la pression initiale. Soit par cadran, 40 secondes par 40 secondes. La puissance, elle ne bouge pas. On recommande 2000 milliwatts de watts. Et voilà, j'ai essayé de résumer en fonction de la PIO des patients le temps d'application sur lequel vous pouvez jongler. Donc, c'est en fonction de votre expérience. Donc, évidemment, tous les patients peuvent être différents et ne pas forcément donner les mêmes résultats. Donc, grosso modo, puissance 2 watts, duty cycle 31,3% ou 25%, et une durée d'application du balayage sur l'œil entre 160 minimum et jusqu'à 260 secondes maximum, 260 secondes étant réservées pour des patients qui approcheraient les 70 mm de mercure. Voilà, là, c'est le protocole hémisphère. Et là, c'est le protocole cadran. Voilà, une petite vidéo pour montrer évidemment comment on met en œuvre l'application de la sonde sur la sclère en ayant pris le soin de mesurer à 3 mm du corps ciliaire, du limbe, pardon, en ayant pris le soin de faire une petite marque et de balayer le plus lentement possible et en ajoutant un peu de BSS ou de gel pour faciliter la glisse et la transmission d'énergie. Donc là, c'est la technique cadran qu'a fait l'utilisateur. Donc, c'est de balayer sur un cadran en faisant des allers-retours le plus lent possible. Donc, en général, on fait 10 secondes sur un aller et 10 secondes sur un retour. Voilà, donc on va aller le plus lentement possible, à peu près à 3 mm du limbe. Comme tous les patients sont différents, l'anatomie de chaque patient peut être différente, on va plutôt recommander de faire une transillumination, c'est-à-dire d'utiliser une source de lumière pour aller essayer de voir où sont ces corps ciliaires pour être sûr de les traiter. Parce que parfois, on peut passer la sonde à un endroit où il n'y a pas de corps ciliaire. Donc, s'il n'y a pas de corps ciliaire, ça n'aura aucun effet, en fait. Donc, si on peut se rapprocher de l'anatomie du patient, parce que certaines fois, les corps ciliaires peuvent avoir une forme de vague et non pas un cercle parfait autour du limbe. Donc là, c'est une autre vidéo qui montre l'utilisation de la transillumination. Donc, transillumination, vous voyez, on a un œil qui est remanié. On ne sait pas où est le limbe. On ne sait pas où tracer nos petits points avec le dermographe. Donc, vous voyez la limite ici. Je ne sais pas si vous voyez tous ma souris, mais je vais vous montrer le pointeur. Là, on voit la limite. Là, on voit bien la limite. Donc, on va aller tracer des petits points bleus avec le dermographe à peu près 1 mm en dessous de cette limite. D'accord? Si on traite sur la limite, c'est le début du corps ciliaire. Sauf que si on traite en dessous, on est sûr d'être sur les corps ciliaires. Donc, on va tracer quelques points légèrement en dessous. Et ensuite, avec la sonde, ce sera hyper facile d'aller suivre ces points. Là, il n'y a aucun souci, l'œil n'est pas remanié. Donc, on est à grosso modo à 3 mm du limbe, tout à fait d'accord. Mais quand on a une anatomie différente ou un œil remanié, ce n'est pas si évident que ça. Donc, la transillumination, l'utilisation d'une source de lumière reste le meilleur atout, vous donne toutes les chances de traiter au bon endroit. Parce que, évidemment, on ne voit jamais d'effet en temps réel, puisque c'est du subliminal.
C'est un des lasers où on ne voit pas ce que l'on fait. On ne voit pas où l'on est. Voilà. Donc, la transillumination, j'insiste beaucoup, c'est pour ne plus utiliser le compas à 3 mm du limbe, mais utiliser quelques sources de lumière. Alors, il y a différentes voies, différents moyens de le faire, mais vraiment, la transillumination ou la rétroillumination va permettre d'identifier clairement où se trouvent les corps ciliaires. Soit une source de lumière classique qui traîne au bloc opératoire avec un câble de lumière fera l'affaire. Un dermographe, on ne se met pas en contact de la cornée et on se met en transpupillaire. Soit, et ça c'est une nouvelle technique, merci Dr Cédousseau d'avoir testé cette technique pour nous et prouvé que c'est efficace. Une source de lumière portable Hein permet donc de pouvoir transilluminer sur 360 degrés et marquer au dermographe les points, les petits points pour pouvoir ensuite traiter avec la sonde. Soit avec un microscope qui possède une lampe à fente, et sinon, avec le spot décentré principal du microscope, il suffit d'aller s'éclairer vraiment en temporal, enfin, à un endroit vraiment sur la sclère et être sûr qu'à l'opposé, en fait, on aura assez de lumière qui va arriver à nous transilluminer et à nous permettre d'identifier la limite des corps ciliaires. Alors, les messages clés pour la subcyclo, eh bien, ça nous permet d'élargir le spectre des indications. Ce n'est plus réservé qu'au glaucome réfractaire. On peut permettre d'éviter la chirurgie à vos patients. Ça augmente considérablement la qualité de vie puisque c'est vraiment en ambulatoire, c'est 2 minutes de traitement, même s'il faut faire un bloc, une sous-ténonienne, une péribulbaire. Mais en tout cas, on limite beaucoup les effets secondaires comme la phtise. Voilà. Parfois, on peut avoir des baisses d'acuité visuelle, mais vraiment transitoires. C'est répétable. Au bout de 3 mois, on pourrait répéter si l'effet n'est pas suffisant sur le long terme. Et on peut estimer avoir une réduction de la pression de 30%. Ça nous permet de réduire le nombre de collyres. Et évidemment, ça a un coût beaucoup plus réduit qu'une chirurgie. Il y a juste alors, il y a le coût d'achat du laser, mais il y a le coût de la sonde. Et ça peut être moins qu'une chirurgie. Le protocole, je ne rentre pas dans le détail, mais on pourra le partager avec ceux qui le désirent et en discuter. Et donc, ça change complètement l'algorithme de traitement du glaucome. Je veux dire par là que jusqu'à présent, on disait le réflexe, c'était les gouttes, sauf que le SLT doit être positionné au même niveau, vraiment de l'hypertension oculaire jusqu'au stade modéré, et la subcyclo vraiment du stade modéré jusqu'au glaucome réfractaire, et ça va permettre de se substituer parfois à l'utilisation de mix ou à la chirurgie, en tout cas dans un premier temps. La thermocyclo, parce que évidemment c'est avec le même laser, c'est avec la même sonde, c'est la méthode traditionnelle plutôt agressive qui est de faire des points fixes à 2 watts pendant 2 secondes jusqu'à ce qu'on entende un plop, et ensuite on réduit l'intensité si on entend un plop, et on fait à peu près une quinzaine de tirs sur 3 cadrans à 2,5 mm du limbe. La cible est toujours la même, hein, c'est l'épithélium pigmentaire ciliaire qui permet de coaguler les corps ciliaires et réduire la production d'humeur aqueuse. Donc thermocyclo, subcyclo, c'est la même sonde pour les 2 traitements, il faut juste on garde le sabot pour la thermocyclo et on enlève le sabot pour la subcyclo. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, évidemment, le positionnement de la sonde est légèrement différent pour la thermocyclo. La forme du sabot épouse la courbure de la sclère et donc on se met vraiment parallèle à l'axe visuel du patient. Voilà. Alors que la subcyclo, c'est perpendiculaire à la sclère. Le protocole, donc on a un protocole qui a été édité en fonction de la pression du patient, donc jusqu'à 20 mm de mercure, un cadran, 7 impacts. 30 mm, on fait 2 cadrans, ça fait 14 impacts. Et on peut augmenter en fonction de la pression. Voilà. Message clé pour la thermocyclo, c'est un traitement thermique. D'ailleurs, l'effet POP le prouve puisque c'est une destruction des cellules à l'intérieur.
Les effets secondaires, malheureusement, peuvent être conséquents, genre hypotonie, phtise ou perte d'acuité visuelle. C'est vraiment pas forcément répétable, même si on laisse toujours un quatrième cadran libre pour des traitements ultérieurs, évidemment. Et par contre, c'est vraiment effectif pour les glaucomes réfractaires, c'est-à-dire si on a un patient qui a une très très faible acuité visuelle, un œil non voignant mais douloureux, ou après plusieurs échecs de chirurgie, c'est vraiment le type de laser qui est intéressant. Voilà. Donc, évidemment, la subcyclo se positionne en fin de parcours pour les glaucomes réfractaires. Et donc, le Vitra 810 et le laser diode, lui, couvre vraiment les stades modérés à avancés et réfractaires. Donc, en résumé, eh bien, on a un laser pour chaque étape du glaucome, le laser SLT en première intention, le laser diode subcyclo en deuxième intention, et pour vraiment les glaucomes réfractaires, ce sera la méthode thermocyclo, toujours avec le laser 810 nanomètres. Voilà, je passe la main à professeur Mario de la Terre, que je remercie de pouvoir nous contribuer à la réalisation de ce webinaire, qui va vous parler, de l'étude Light. Voilà, est-ce que j'ai fini de partager? C'est ça. De l'étude Light, et des outils glaucome, dont l'échographie et l'UBM. À toi, Mario. Merci, et donc, Mario, Emmanuel, qui est péruvien, professeur en ophtalmologie à Lima, directeur médical de l'Umibird, qui a l'habitude de faire des présentations en anglais, en espagnol, va se tenter à faire en français. Je le remercie parce que c'est beaucoup d'efforts. Merci, Mario, c'est à toi. Avec plaisir. C'est ma première présentation en français. Et je l'ai fait habituellement en anglais ou en espagnol, comme Emmanuel te dit. Excusez-moi mon français. Et je vais faire pauvre de courage avec un verre de vin. Santé. OK. Je vais parler de l'époque de l'étude Light dans le traitement de glaucome des scolières hors laser. Et le plus important, c'est l'implication clinique, technique et économique en Afrique subsaharienne. Qu'est-ce que c'est l'étude Light? Un contexte et conception de l'étude et les objectifs principaux et la méthodologie et la population étudiée. Les principales constatations, c'est l'efficace comparative, qui est la réduction de la pression intraoculaire en les durées de l'effet et tox de réintervention. Qu'est-ce que l'étude Light? C'est conçu pour répondre à une besoin critique dans la gestion des glaucomes. Et l'objectif principal, c'est évaluer l'efficacité à long terme du traitement initial au laser par rapport aux scolières hypotenseurs traditionnels initiaux. Chez les patients naïfs atteints de hypertension oculaire ou de glaucome primitif de angle ouvert. Qu'est-ce que c'est très important? Qu'est-ce que c'est l'objectif? Comme c'est dire, évaluer la durabilité à long terme de la réduction de la pression, les taux de complications liées au traitement et l'observance du patient et de la qualité de vie globale. C'est très important parce que la comparaison entre les gouttes et les lasers, c'est très important. Actuellement, les lasers, c'est la première ligne de traitement mondialement. Et le très important dans l'ambiance subsaharienne, est que l'implication économique de l'adoption du traitement à laser et comme traitement de première intention en Afrique subsaharienne est très important, très véritable. C'est très facile d'implémentation du traitement et dans une situation de ressources limitées. La même chose que c'est au Pérou, que c'est à Latine-Amérique. OK. Donc, qu'est-ce que c'est l'étude Light? Qu'est-ce que c'est la méthodologie? La méthodologie
est un essai prospectif, multicentrique, randomisé et contrôlé. Initialement, l'évaluation après 13 ans s'est prolongée à 6 ans. Et c'est important, l'observation de la qualité de vie liée à la santé, la rentabilité et l'efficacité clinique. Les méthodes de recrutent les patients naïfs atteints d'hypertension oculaire ou de glaucome primitif d'angle ouvert dans un œil ou les deux yeux selon les directives NICE pour le Royaume-Uni. Les périodes du 10 octobre à 27 octobre 2014. C'est fait en 6 hôpitaux au Royaume-Uni. Les critères d'inclusion. l'âge est plus 18 ans. L'acuité visuelle, c'est 25 au supérieur. Et c'est fait en yeux sans chirurgie intraoculaire préalable, sauf phammolkification non compliquée en moins en avant les randomisations. Les critères d'exclusion sont les mêmes contre-indications des SLT. C'est important, la PO cible. La PO cible est l'intervalle de surveillance selon les ateliers canadiens sur la gestion des glaucomes et la classification est légère, modérée et grave. La PO cible est spécifique à partir de la PO initiale sans tormente, moins 0. La PO cible est la réduction de 20% et à qu'une détérioration du glaucome. C'est très important parce que les SLT en TOMS démontraient que les champs visuels se contrôlaient mieux avec les traitements de laser. La méthodologie est la population étudiée, c'est normalement la mesure régulière de la pression intraoculaire, la surveillance de l'événements indésirables et l'observance du traitement. Que c'est très facile en laser et très difficile avec les GOODS. Se collecte des données, les mesures de la pression et la progression des champs visuels et les résultats rapportés pour les patients. La qualité de vie, satisfaction, les gardes de traitement, les compliance. OK. Voilà. Qui conclut la première étape de l'étude. Et la première étape, il rapporte 2019, de SLT initial traitement pour les hypertensions intraoculaires et pour les glaucomes primitifs d'angle ouvert est plus rentable que le traitement initial avec des gouttes après 3 ans. C'est super important pour que les coûts des gouttes initialement se moins de le que laser. Mais finalement, c'est plus de le que laser. 74% d'indépendance osculaire, super intéressante. Moins de chirurgie de glaucome, un très faible taux d'effet indésirable. Si vous appréciez les gouttes, sont plusieurs d'effets indésirables, spécialement bêta-bloqueurs, analogues de prostaglandine C-males. La combinaison fixe, c'est plusieurs effets adverses. Pour le résultat, l'étude a été prolongée à 6 ans de suivi. Quelle que c'est la principale constatation et l'efficace comparative, principalement de la réduction de la pression intraoculaire? Les groupes SLT, la réduction est rapide et durable. Elle est faite à long terme, parfaite. Moins d'interventions chirurgicales ou d'ajustement du traitement. Et c'est très pertinent pour des régions comme l'Afrique subsaharienne.
Par contre, les groupes de collyre, la réduction initiale de la pression, mais la réduction initiale, c'est bon, mais l'effet moins prononcé dans les temps. Manque d'observance médicamenteuse. Vous connaissez que c'est très difficile pour les patients de colocation de la goutte soit toujours, chaque jour. Et la variation de la réponse individuelle à l'écoute. C'est la conclusion, c'est que SLT est une alternative supérieure dans le traitement du glaucome, en particulier dans les sens à ressources limitées. L'intervention ponctuelle est plus fiable, la réduction des coûts pour les patients et le système de santé, en ainsi meilleurs résultats à long terme. Emmanuel parlait sur les avantages de SLT, contrôle efficace de la pression artérielle, c'est la réduction de la dépendance aux médicaments quotidiens, amélioration de l'observance et de la qualité de vie de los patients. C'est, Dr. Sur, je parlais avec les procédures. Il est très important des avantages techniques et opérationnels, est-ce que c'est une procédure ambulatoire et rapide, peu invasive. Le temps de procédure courte, la récupération c'est rapide, et la réduction de la charge des zones de santé c'est très importante. 11 effets secondaires, systémiques et oculaires, systémiques comme c'est le cas de la goutte, pour rapport aux collyres. L'efficacité, c'est stable. Et la réduction des songes pour traitement passe depuis fluctuantes, pas progression de la maladie et des résultats prévisibles. Je veux parler de la facilité d'intégration de los programmes de santé publique avec les SLT. C'est un traitement standard, c'est pas variation. La efficacité des ressources, une santé publique plus rentable, plus économe en ressources, c'est très bon pour les patients. Évolutivité, bien adaptée aux initiatives de traitement de masse et aux programmes de santé communautaire. La réduction d'exigence de suivi est OK. Est-ce qu'il y a suivi? Alléger la charge des patients sur le système de santé, en particulier dans le sens où l'accès aux soins médicaments réguliers est limité. Aussi, la facilité de la stratégie de santé préventive, l'intégration dans le programme de santé publique, des stratégies de santé préventive plus larges, en intervention précoce et une réduction potentielle de l'incident global des cas de glaucome avancé. Aussi, les avantages économiques, la réduction des coûts à long terme, initialement des coûts supérieurs, et plus que la goutte. Mais finalement, c'est réduire les dépenses en ces médicaments, moins de visites de suivi, de prise en charge des complications, durabilité dans les contextes à ressources limitées, et il a un impact positif sur le système de santé disposant d'infrastructures limitées. C'est l'exemple de l'Afrique subsaharienne et Latine-Amérique aussi. Les défis spécifiques. OK, accès limité aux traitements chroniques, problèmes d'observance à des conditions socio-économiques. Avantage de l'approche laser, c'est sa plus grande viabilité dans des environnements aux ressources limitées et mise en œuvre dans les campagnes de santé communautaire. Merci pour votre attention. Je vous parler pour ultrason, échographie, que c'est les UBM, et les outils pour la meilleure diagnostic et traitement et suivi du glaucome. Un glaucome d'angle ouvert, c'est les UBM
Ce n'est pas important, c'est normal. Mais dans l'étude de l'angle, spécialement l'angle fermé ou l'angle strait, c'est très important. Nous avons la possibilité d'observer la cornée, la conjonctive, les sclères, les corps ciliaires, la sonde de jonction corno-sclérale à la flèche jaune, la fibre cellulaire ciliocapsulaire, la flèche bleue, et l'orbicule ciliaire, la flèche verte. Et le biomarqueur plus important, c'est l'éperon scléral. Pourquoi? Pourquoi les marqueurs trabéculaires est à 5 microns avant les éperons sclérales. Les UVM, c'est différent à la gonioscopie, nous montrer la fermeture des angles quand la différente pathologie qui fait la fermeture des angles. Principalement les blocs pupillaires, que c'est un traitement de laser et d'anatomie périphérique, les iris plateaux, que c'est possible l'iridotomie, les phacomorphiques, que c'est l'extraction de l'aine cristallinienne, et il y a un patient qui a une fermeture des angles constitutionnelle congénitale. À quoi sert les UVM? Principalement, évaluer les risques de fermeture angulaire. C'est bon pour anticiper la fermeture des angles. C'est une implémentation d'un exemple qui est préventif. Nous évaluons les risques de fermeture angulaire, les mécanismes qui peuvent les produire et, connaître les cas, la solution qui peut être utilisée. Pour la mesure de la chambre intérieure, nous avons les chambres intérieures. Normalement, c'est 3.3 et un patient jeune ou patient de 40 ans. C'est moins un patient ancien. Les lentilles cristalliniennes, et un patient jeune, c'est très fort. C'est possible 4 ou 5 mm. Et les angles, normalement, si ouverts, c'est l'angle de la chambre, c'est 40 degrés. OK. Pour les exemples avec les UVM, nous avons les sondes de 50 MHz. C'est un ensemble de les avisos, il est absolu. C'est incroyable. La résolution, c'est incroyable. Et l'avantage, c'est qu'on use des clear scans. Le problème des clear scans est que c'est disposable, c'est pas réutilisable, normalement. À Pérou, à Latine-Amérique, nous utilisons les clear scans 10 ou 15, mais c'est pas possible de faire un investissement de un clear scan pour patient. Et l'avantage, c'est qu'il est facile à utiliser, c'est confortable pour les patients, permet d'examiner les patients assis sur passe d'aération de la cordée. Et il y a un système de pur liquide qui c'est un bouton qui est manuel et son papier à pression, c'est ici. C'est possible aussi d'utiliser la coque sclérale et, comme c'est vert, c'est une meilleure exposition du segment intérieur. C'est similaire à l'utilisation d'un spéculum. Et l'examen en position couchée, c'est possible. Sur passe de contact avec la cornée, c'est pas pression. Pas besoin d'utiliser un système d'usage unique. C'est réutilisable, la désinfection quand les produits, que c'est la même produit qui s'utilisent à la salle d'opération, et la possibilité d'être très proche ou éloigné de la zone d'observation. Qu'est-ce que je fais pour déterminer la fermeture angulaire? L'émaillage trabéculaire, c'est essentiel. Avec le gonioscope, c'est très facile.
parce que quand l'angle est étroit, c'est difficile. OK. La corrélation de l'éperon scléral con le trabéculum, c'est important de l'agonoscopie à la UBM. Okay. Les éperons sclérales, c'est ça. C'est les iris. Au moment, s'il vous plaît, j'utilise les lasers. OK. OK. C'est les iris, ici. Les corps ciliaires. La prochaine ligne, c'est les éperons sclérales. Et les trabéculum, c'est ça. 100 mm micras avant l'éperon scléral. Oui. C'est la vision avec le chronoscope. L'identification de l'éperon scléral avec les UBM, c'est très facile. C'est une ligne qui sépare les gris en les blanches. Les gris, c'est les corps ciliaires, les blanches, c'est les scléras. OK? Suivi la ligne, hein? OK, pardon. Les blancs, c'est les scléras, les gris, c'est les corps ciliaires. Suivi la ligne à l'entrée de la caméra intérieure, c'est ça, l'éperon scléral. OK. Je vais parler de l'angle étroit et la fermeture de l'angle. OK. La fermeture de l'angle. Oh, comment c'est effrayant, hein? C'est mauvais, c'est ambivalent. Hein? Méchant. Vraiment. Hein? Est-ce qu'il y a différents mécanismes postérieurs, par exemple, les mécanismes postérieurs antérieurs, la force postérieure, que c'est les kystes ciliaires et iriens, les fermetures d'angle dues à une tumeur et la fermeture d'angle pour la perte de Elschnig. La force, c'est postérieure à l'iris. Normalement, ce n'est pas décrit, ce n'est pas écrit dans les textes. Les textes. Les plus connus, c'est le mécanisme antéro-postérieur, que la force est antérieure, comme ici, une fermeture angulaire et kyste cornéale, une dégénérescence cornéenne lipoïde, la fermeture d'angle par édème cornéen. Oh, c'est terrible, c'est l'implant esthétique des iris. C'est terrible, l'implication de cette procédure, c'est terrible. OK. Les plus connus, c'est le bloc pupillaire. Avoir la force qui est postérieure, il couvre les iris. Qu'est-ce que c'est le bloc pupillaire? C'est une convexité de l'iris pour l'accumulation de pression derrière les iris qui les courbe. Hein? Fermant les angles, OK, qui les courbe, fermant les angles et les bords pupillaires en même temps. Est-ce qu'il y a une pression différentielle ici comme la part intérieure de la chambre intérieure? OK. Mais c'est possible que ce n'est pas fermeture d'angle, c'est la pression, c'est la curvature de l'iris, elle n'est pas en fermeture d'angle. À l'inverse, par contre, les blocs pupillaires inverses et les glaucomes pigmentaires, pour la, comment se dire, pour la, consider les touches de l'iris avec la sonule. Très importante, c'est les glaucomes phacomorphiques, que c'est une condition que la chambre intérieure c'est étroite, le profil de l'iris en contact avec les cristallins. Hein? La chambre intérieure c'est étroite,
contact de profil de iris, contact avec le cristalline, fermeture de angle, en grande cristalline, en poche intracristallinienne. C'est un danger à l'opération. La flèche cristallinienne, c'est la mesure d'une ligne éperon-sclérale. C'est la flèche cristallinienne d'une ligne à la capsule antérieure. Il y a une deuxième ligne de la ligne éperon-sclérale à l'endothélium. Si la flèche cristallinienne, si les flèches jaunes, c'est plus de la ligne rouge, c'est un mécanisme phacomorphique. Et la solution, c'est l'opération du cristallino de la cataracte. C'est la même chose en ce moment. OK. Autre condition, c'est la configuration de l'iris plateau. Chambre antérieure centrale moyenne à profonde. Et le profil de l'iris, c'est plan. C'est pas curvature. La racine de l'iris, c'est cintré. Le corps ciliaire, c'est intériorisé. C'est une ligne ici, à l'éperon scléral. Et notez que une grande part du corps ciliaire, c'est en avant de sa ligne. Pardon. Un des collapses de sulcus, c'est complète la configuration de l'iris plateau. Aussi, la dialyse angulaire, c'est très facile pour l'examination que l'UBM. Quand la gonioscope, malheureusement, c'est pas facile. La effusion choroïdienne et les glaucomes malignes, la fermeture des angles de la effusion suprachoroïdienne ou supraciliaire, les kystes iridociliaires qui font la fermeture des angles, la rupture de cristallane et de glaucome phaco-anaphylactique, la protéance de lens arrivée à la chambre antérieure, et c'est une réaction phaco-anaphylactique. Et actuellement, par la avastinitis, c'est une épidémie de colocation d'injection de avastine, et est-ce qu'il y a un glaucome anaphylactique par rupture de la capsule postérieure? C'est possible seulement quand les UBM, l'observation quand les UBM. Les UBM, c'est très important, le suivi post-opératoire. Avant les LASA, c'est la fermeture des angles. Après les JAK, c'est l'ouverture. C'est les mêmes patients. C'est possible d'écrire la iridotomie pénétrante et la non pénétrante aussi. Et faire attention. Pourquoi la iridotomie, c'est très antérieur? Parce que la UBM, ça veut dire que le corps ciliaire, c'est très en avant. Et c'est possible les touches de corps ciliaire avec les LASA. C'est pas mal, c'est bon, parce qu'il y a un iris plateau. Iridoplastie, une diminution de millimètre, c'est très important, et c'est très important pour le fonctionnement de l'évacuation de mort aqueuse. La constatation de la chirurgie, de la trabeculectomie, c'est très facile avec les UBM. Si? Et c'est aussi la même chose qu'on expression et les dispositifs qui c'est pour réguler la pression oculaire. La même chose quand la valve de Hamet, spécialement si c'est rétro-iridienne. Et c'est très, très important, les UBM et les glaucomes congénitales. Le syndrome de Peter, c'est pas possible, c'est pas observation, les cornées, totalement, c'est opaque. Le syndrome irido-cornéen, les anéridie, les Axenfeld-Rieger,
avec la membrane de Barkan, que c'est ça. Et tout le monde qui veut faire l'opération des cataractes. Ben, attention, la cataracte intumescente et glaucome, c'est une combinaison terrible. Hein? La même moment que vous faites la position de la capsule antérieure, c'est le drapeau argentin. Le drapeau, c'est belle. C'est pas belle en la salle d'opération. Conclusion. Les EU peuvent fournir des images en termes réels de l'angle et du segment antérieur. Les repères anatomiques standards de l'angle, les perrons sclérales, les iris, les crop ciliaires, etc., et du segment antérieur, permettent une approche quantitative du diagnostic, de traitement et de suivi. Merci, je suis désolé, ma français c'est nul, mais c'est la première présentation que je t'avais la langue. Merci beaucoup, Mario. Et c'était un exercice pas facile de le faire en français, mais en tout cas, mille fois merci et c'était très clair et les présentations étaient excellentes. Je laisse donc la main à Dr Sedousso de l'hôpital de Saint-Louis du Sénégal, que je remercie de participer à ce webinaire et de nous faire part de son énorme expérience dans l'utilisation des lasers SLT et des lasers diodes depuis 3 ans maintenant. Et donc, on va voir les cas pratiques et les cas cliniques de Dr So. C'est à vous. Merci Emmanuel. C'est toujours un plaisir de partager un plateau avec vous. Alors, j'en profite pour remercier Oftazone Afrique et l'Umibird Médical pour l'organisation de ce webinaire, mais également de nous donner l'occasion de partager notre expérience sur l'utilisation des nouvelles technologies laser pour le glaucome, l'expérience en Afrique subsaharienne. Donc, après les présentations d'Emmanuel, c'est le plus nécessaire de me présenter. Donc, je vais directement attaquer le thème. Donc, comme nous le savons, le glaucome en Afrique révèle certaines particularités. Certes qu'il s'agit de la principale cause de cécité irréversible dans le monde. Il revêt une importance capitale pour la santé publique, surtout en Afrique, sans que la prévalence du glaucome à angle ouvert y est plus élevée, alors de 4,20%. En 2020, il était noté que 76 millions de personnes étaient affectées dans le monde et qu'il est estimé d'ici 2040 à environ 112 millions le seront. Et la prévalence de la cécité due au glaucome est également beaucoup plus élevée en Afrique. 15% des glaucomateurs en Afrique présentent une cécité. Et chez les patients africains, nous notons certaines particularités. Et je pense que nous partageons tous dans nos pays, dans nos différents pays en Afrique. C'est d'abord la méconnaissance de la maladie glaucomateuse par nos patients, la fréquence de la mauvaise observance du traitement, mais également la mauvaise acceptation de la chirurgie, qui est souvent liée à certaines idées reçues. Particulièrement nous, au Sénégal, nous en rencontrons beaucoup. Cependant, il existe différents traitements du glaucome qui vont des collyres, de la monothérapie à la bithérapie, voire la trithérapie, avec différentes molécules qui existent, que nous connaissons. Mais surtout, dans nos contrées, nous rencontrons souvent une mauvaise observance du traitement chez nos patients, le problème du coût et de la disponibilité des produits, mais également la conformité dans certaines zones. Il existe le traitement chirurgical, évidemment, avec la trabéculectomie et la sclérectomie profonde, qui ont montré de très bons résultats et qui continuent de donner de bons résultats, malgré la mauvaise adhérence à la chirurgie également dans nos pays et le défaut de compréhension de certains, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec certaines idées reçues. Chez nous, par exemple, ici au Sénégal, on voit souvent des patients qui disent qu'un glaucomateur, on dit que quelqu'un qui a la tension des yeux ne doit jamais être opéré, sinon il sera aveugle. Donc, beaucoup d'idées reçues qui font que parfois les patients adhèrent difficilement à la chirurgie.
On a enfin les lasers avec les nouveaux lasers tels que les SLT qui va constituer la principale partie de notre discussion d'aujourd'hui et le laser micropulsé pour la cyclophotocoagulation. Donc, il s'agit bien d'un sujet d'actualité. Nous verrons que la place des lasers a évolué avec le temps. Nous savons que pour le traitement du glaucome, on commence toujours par le traitement le plus simple et le mieux toléré par le patient. Puis on augmente progressivement la dose en fonction de la progression. On commence souvent par une mono ou une bithérapie. Pour la trabéculoplastie était souvent réservée en appoint à un traitement médical maximal mal toléré chez les patients. D'accord? Ensuite, on passait à la chirurgie filtrante et la cyclophotocoagulation au laser était le dernier recours. Nous verrons également que la place du SLT a évolué. La SLT peut être proposée en traitement alternatif au traitement médical. Ensuite, nous verrons également que la place du laser diode a également évolué avec la nouvelle modalité du laser diode qu'on appelle le laser subliminal micropulsé qui est beaucoup plus toléré et que nous pouvons proposer en cas d'évolution de la maladie glaucomateuse et dans certaines formes de glaucome que nous ne souhaitons pas opérer ou qui présentent souvent un risque de complications. Alors, sur cette diapositive, c'est des recommandations un peu anciennes qui datent de 2009 de l'European Glaucoma Society. Alors, nous voyons ici qu'avant, on disait que le traitement du glaucome était médical d'abord, ensuite chirurgical. Et éventuellement, on pourrait utiliser la trabéculoplastie. Donc, la trabéculoplastie au laser était juste optionnelle. En 2014, les données ont un peu évolué en faveur du SLT. On voit que maintenant que c'est le traitement médical qui vient. C'est le traitement médical qui vient ensuite le traitement au laser, la trabéculoplastie SLT et enfin la chirurgie. Mais c'est réellement en 2020 que les choses ont changé grâce à l'étude LIGHT que le professeur Marion vient de nous exposer de façon très brillante, qui a conclu comme quoi qu'on pouvait proposer, on avait le choix de proposer le SLT comme traitement de première intention à la même place que le traitement médical, sans les effets secondaires liés au traitement médical, surtout aux conservateurs que nous connaissons tous. Et enfin, on proposait la chirurgie. Donc, devant tout hypertonie oculaire ou bien un glaucome primitif à angle ouvert, on peut proposer directement le traitement au laser SLT. Alors, je parlerai un peu de mon expérience personnelle après 3 ans d'utilisation de ces machines. Donc là, comme Emmanuel l'a dit tout à l'heure, il a donné les différentes procédures techniques pour la réalisation du laser SLT. Il s'agit effectivement d'une procédure très simple, qu'on peut même faire en salle de consultation. Ici, c'est une séance de SLT que l'on faisait en formation avec certains collègues. Donc, se fait en salle de consultation, c'est un acte qui peut se faire en 5-10 minutes. Alors, il suffit juste d'avoir une lentille focalisateur. Moi, j'utilise la Latina parce que c'est une lentille qui n'agrandit pas l'image. L'énergie utilisée varie de 0,6 à 1,2 millijoules. Mais on sait que plus le trabéculum est pigmenté, moins l'énergie dont on a besoin est importante. Donc, d'habitude, c'est nos sujets mélanodermes, on ne dépasse pas 0,8 millijoules. Alors, on a le choix de traiter soit directement à 360 degrés en une séance ou 180 degrés à 2 séances. Alors, moi, personnellement, je préfère traiter à 360 degrés. Je donnerai les raisons plus tard. L'essentiel est qu'on doit donner 100 spots sur 360 degrés. Donc, une fois 100 spots ou bien 2 fois 50 spots. Alors, j'ai une vidéo ici qui illustre. Excusez-moi. Donc, une vidéo ici qui illustre bien les impacts de laser SLT, d'accord, avec l'apparition des bulles de champagne que nous voyons ici, qui sont très pathognomoniques de la bonne dose d'énergie, mais également de la cible atteinte, qui est le trabéculum pigmenté. Donc, quand on a ces impacts et qu'on voit apparaître ces bulles de champagne,
Si ces bulles sont très importantes, on peut réduire l'énergie utilisée. Sinon, on maintient la même énergie et on donne des impacts de façon confluente. Donc, quelques procédés avant le traitement. Souvent, on donne de l'apraclonidine 1 heure avant, si possible, mais elle n'est pas obligatoire si on n'en dispose pas. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas régulièrement. Pas besoin de donner la pilocarpine, c'est d'ailleurs même contre-indiqué parce que ça modifie la configuration du trabéculum. Alors, l'avantage de ce laser, c'est que la taille des spots est très importante, elle est très grande, elle est de 400 micromètres. Donc, le doute d'avoir touché le trabéculum pigmenté ou non pigmenté ne se pose plus, vu que la taille des spots est beaucoup plus large même que la maille trabéculaire. L'importance est de bien localiser le trabéculum et de positionner les spots au bon endroit. Donc, comme on a dit tout à l'heure, 1 ou 2 sessions. Moi, je traite sur 360 degrés. Pourquoi? Parce que surtout, comme nous le savons chez nous, parfois, le suivi des patients peut être un peu difficile. Parfois, les patients habitent dans des zones où l'accès aux établissements, parfois dans des zones où l'accès même au transport. Donc, il y a de fortes chances que le patient ne revienne pas au moment souhaité pour sa deuxième séance. Donc, nous préférons traiter 360 degrés. Et il y a de nouvelles études également qui viennent conforter cela parce que maintenant, il y a une dernière étude qui a été publiée qui disait que maintenant que le traitement sur 360 degrés offrait une baisse plus importante que le traitement sur 180 degrés, aussi bien à 1 mois post-SLT. Et cette différence se conserve même jusqu'à 2 ans après le traitement. Donc, en fonction, mais également, il y a certaines considérations également qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas tous les types de glaucome à angle ouvert dont il est recommandé de traiter directement à 360. Par exemple, les glaucomes pigmentaires, il n'est pas du tout recommandé de traiter directement sur 360 sous risque de créer des dispersions pigmentaires. Donc, dans ces cas, il faut traiter 180 en 2 séances. Donc, je disais que c'était une étude rétrospective sur 12 mois qu'on a réalisée au service d'ophtalmologie. C'est tous les patients qui ont subi une trabéculoplastie au laser SLT. Donc, le SLT était réalisé sur 156 yeux avec un suivi moyen de 12 mois. Alors, l'indication du SLT, c'était surtout les patients nouvellement diagnostiqués, ceux qui présentaient une baisse insuffisante de la PIO, et les patients qui avaient une mauvaise observance du traitement. C'est certains patients également qui se plaignaient des effets secondaires liés au traitement médical et des coups des collyres. Donc, nous avions étudié certains paramètres, la pression intraoculaire avant le SLT, le traitement suivi avant, c'est-à-dire les patients avec des yeux naïfs ou qui étaient sous mono ou bithérapie ou plus, les stades du glaucome au moment du traitement, l'indication du laser et les résultats pressionnels après SLT. Nous avions également divisé les patients en 3 groupes. Le groupe A, c'était les yeux qui avaient reçu le SLT comme premier traitement, le SLT seul. Le groupe B, c'était les yeux sous monothérapie. Et le groupe C, les yeux sous bi- ou trithérapie. Donc, nous avions opté pour un traitement sur 360 degrés chez tous les patients et nous avions fixé comme objectif de fixer un PIO d'au moins, une baisse du PIO d'au moins 3 mm de mercure à 12 mois de suivi. Donc, pour les résultats, nous avions noté que la majorité des patients, 49%, étaient sous bithérapie ou trithérapie. Les plaintes sur les effets secondaires liés au traitement topique et le coup des collyres étaient les motifs les plus fréquents, expliquant le traitement SLT. Alors, donc là, c'est un tableau qui résume un peu l'évolution de la pression intraoculaire moyenne au bout des 12 mois dans les différents groupes. Nous voyons sur le tableau 1, donc, sur le tableau 1, la pression intraoculaire moyenne initiale était de 24 mm de mercure. Et après SLT, au bout de 12 mois, nous avions noté une baisse de 8 mm de mercure à peu près. C'est les patients sans traitement. Et pour le groupe B, c'est-à-dire les patients qui étaient sous monothérapie avant la SLT, nous avions une baisse pressionnelle d'environ 7 mm de mercure. Et pour le groupe C, nous avions une baisse d'environ 5,5 mm de mercure avec un tonus initial qui était de 24,5 et au bout de 12 mois, 19 mm de mercure.
Donc, en résumé, en 12 mois, nous avions eu une baisse de 6,9 mm de mercure chez tous nos patients, c'est-à-dire une baisse de 29,5% de la PIO après SLT au bout de 12 mois. Ces résultats témoignent encore une fois de plus l'efficacité du traitement SLT chez le sujet mélanoderme et explique bien sûr que le SLT peut être utilisé comme traitement alternatif au traitement médical. Et certains auteurs tels que Latina avaient retrouvé des résultats similaires aux nôtres, avec une baisse de 23,23%, et Yves Lashkar et collaborateurs retrouvaient une baisse de 6,64%. Un de nos maîtres, le docteur Sek, dans une étude publiée en 2014 dans l'efficacité du traitement SLT chez le sujet mélanoderme, avait conclu en disant que le SLT a permis dans son étude à court et moyen terme une baisse de la PIO dans 90% des cas, mais également un retrait d'une prostaglandine chez 60% des patients. Donc, le simple fait d'alléger le traitement médical des patients avec l'utilisation du SLT explique la nécessité, si possible, de pratiquer ce type de traitement. Certains patients ont nécessité un retraitement. Il faut savoir que le SLT, ce n'est pas juste un seul traitement en une séance. Certains patients peuvent nécessiter un retraitement en fonction de la baisse de la PIO satisfaisant ou non. Donc, sur notre étude, 32e nécessitait un traitement, soit à peu près le 5e de la population étudiée. Et le principal motif était la baisse insuffisante de la pression intraoculaire un mois post-SLT. Et ceci était plus retrouvé chez des patients qui étaient sous bi- ou trithérapie. Donc, comme le disait le professeur Mario, ça c'est une dernière publication de l'étude Light après 6 ans d'étude. Ce qui est important ici à souligner, c'est la conclusion qui disait que le traitement au laser SLT était un traitement sûr pour les glaucomes à angle ouvert, mais également les hypertonies oculaires, parce que ça permettait un meilleur contrôle à long terme du glaucome et de la pression intraoculaire, mais également réduit le recours aux besoins de la chirurgie, que ce soit la chirurgie du glaucome ou de la cataracte. Donc, quelques messages à retenir ou bien les points forts du laser SLT. Il s'agit d'une option thérapeutique qui est sûre et efficace pour la plupart des glaucomes à angle ouvert. C'est une thérapie laser, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, non destructrice, qui peut être utilisée en première intention ou en association à un traitement médicamenteux, peut abaisser le tonus jusqu'à 30%. Elle peut être répétée au besoin, vu que c'est un laser qui n'est pas destructif, donc elle peut être répétée au besoin selon l'objectif thérapeutique fixé. Cependant, il présente de faibles risques, c'est les pics de PIO. Donc, il faudra surveiller le patient juste après les lasers SLT. Certaines inflammations qui ne sont pas difficiles à gérer, vu qu'après les SLT, il est indiqué de donner un anti-inflammatoire non stéroïdien pendant 5 à 7 jours, c'est suffisant. Parfois, le patient peut présenter des céphalées, mais tout en sachant que ce n'est pas des complications graves. Donc, il s'agit bien d'un traitement rentable pour nos pays africains. Alors, la deuxième partie du sujet à traiter, c'est le laser diode subliminal. Je ne parlerai pas du thermodiode que Emmanuel a parlé, qu'il s'agit plus d'un laser destructeur. Ce qui nous intéresse, c'est surtout le mode subcyclo, qui est une nouvelle technique de cycloaffaiblissement, donc qui est mieux tolérée que la cytocoagulation conventionnelle, mais ici qui vise à détruire partiellement l'épithélium ciliaire afin de réduire la production de l'humeur aqueuse, mais en même temps en augmentant l'évacuation uvéosclérale de l'humeur aqueuse. Alors, ce type de laser, son avantage, c'est qu'il permet d'éviter de nombreuses complications liées à la diode, surtout la perte de vision, la cataracte, l'hypotonie, mais le tis du globe également. Donc, ici, c'est l'interface du laser avec les différents paramètres que Emmanuel nous a détaillés tout à l'heure. Je ne vais pas y revenir. Donc, également, il s'agit d'une procédure simple, comme on l'a dit tout à l'heure, pour le laser SLT. Le laser diode également peut même être fait en salle de consultation, ce qui va nécessiter, ce qu'il nécessite, une anesthésie un peu plus profonde. Moi, j'utilise le plus souvent une anesthésie sous-ténonienne, ça suffit. D'accord? Mais ce qui est important ici, c'est la localisation précise des corps ciliaires. Et ceci se fait surtout avec la transillumination. Donc, ça, c'est le type 1 que j'utilise chez moi. Donc, la transillumination nous permet de mieux localiser les corps ciliaires qui sont situés juste à la limite postérieure de la zone transilluminée.
Avec un dermographe, on repère bien les zones à traiter et ensuite on procède au traitement laser. Ici, c'est le protocole. Emmanuel en a parlé. Ce qui est important ici, c'est la position du sonde surtout. Le fait que la sonde doit être perpendiculaire au globe oculaire, mais également que les mouvements de va-et-vient ne doivent pas être très rapides. Donc, il va être lente, comme il l'a dit tout à l'heure. Chaque hémisphère, chaque cadran, au moins 10 secondes aller et 10 secondes retour. Donc, le traitement est délivré en déplaçant la sonde de façon continue. L'autre chose importante également, il est préférable d'utiliser du visqueux. Donc, ça permet à la sonde de mieux glisser, mais également une meilleure répartition de l'énergie laser qui est délivrée. Donc, on va traiter les cadrans supérieurs de 9h30 à 2h30, en évitant les cadrans, les zones de 9h et 3h. Ici, nous avons une vidéo. Alors, voilà un peu comment ça se passe. Donc, on tient la sonde toujours perpendiculaire à la sclère et nous faisons des mouvements de rotation avec le poignet. Donc, l'appareil nous indique le temps qui nous reste progressivement avec le traitement. Et si ça finit, l'appareil s'arrête automatiquement. Donc, après traitement, ici, les anti-inflammatoires non stéroïdiens ne sont pas très efficaces. Il est préférable de donner les corticoïdes, des anti-inflammatoires stéroïdiens, pendant 7 à 10 jours. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, un laser quand même qui reste un peu douloureux, malgré que c'est un traitement qui ne dure pas longtemps, mais il est quand même douloureux. Donc, il faut toujours penser à mettre un anti-inflammatoire au patient. Alors, ici, je partage un petit cas clinique également. C'était un patient de 64 ans que j'avais reçu pour une hypertonie, un tonus réfractaire pendant 3 mois. Donc, on avait ici le tonus avant le laser diode à l'œil droit qui était de 34 mm de mercure et 18 à gauche. Donc, nous avions traité avec un protocole de traiter les 2 hémisphères avec un dirty cycle de 31,3 mm, de 31,3%. Donc, une semaine après, le tonus est passé de 34 à 13 mm de mercure. C'est pour dire l'efficacité de ce type de laser. Si les corps ciliaires sont bien localisés et que bien ciblés au moment du traitement, le plus souvent, nous avons une baisse vraiment pressionnelle très impressionnante. Et ce tonus-là, la baisse du tonus, c'est continué après 3 mois avec toujours le maintien de l'acuité visuelle que le patient avait. Donc là, c'est une vidéo, toujours du SLT que l'on réalise. C'est le patient de tout à l'heure. Donc, nous l'avions fait en salle de consultation, 35 à 10 minutes. Et après, donc, ça nous permet un gain de temps important. En une matinée, si on a beaucoup de patients, on peut le faire de façon rapide. Donc, les indications du subcyclo, c'est surtout le glaucome réfractaire. Donc, l'échec de la chirurgie filtrante est une bonne indication. Les glaucomes néovasculaires, le glaucome de la fac. Les glaucomes modérés à sévères, c'est les patients qui ont une mauvaise observance du traitement médical ou bien qui présentent des pathologies de la surface oculaire qui contre-indiquent la chirurgie. Les patients avec des intolérances au traitement topique, mais également c'est un laser qui peut être combiné à la chirurgie de la cataracte, c'est le glaucomateur. Elle est particulièrement importante en Afrique subsaharienne, comme j'ai dit tout à l'heure, où on va une non-acceptance de la chirurgie, ça peut être un traitement alternatif de choix. Également, dans certaines zones où il n'y a pas de disponibilité de chirurgien du glaucome, ça peut être un traitement alternatif. Et dans les patients qui se plaignent du coût de la chirurgie dans certaines zones également, le laser diode peut être un traitement alternatif. Donc, je vais conclure juste en disant que avec ces protocoles laser, il devient de plus en plus clair que nous devons changer de paradigme sur l'utilisation du SLT, d'abord comme traitement de première intention dans la prise en charge du glaucome à angle ouvert. C'est un traitement qui simplifie la gestion du glaucome, qui permet un traitement plus précoce et qui fournit une thérapie primaire viable et peut offrir également une réponse prédictive aux futures thérapies mixtes. Donc, également, il faudra adopter les procédures laser qui préservent les tissus oculaires comme le subcyclodiode. Ce qui est important à retenir, c'est que ces options thérapeutiques doivent être réalisées le plus tôt possible dans la prise en charge du glaucome. En particulier, c'est les patients noirs africains.
dont la progression reste rapide et souvent associée à une mauvaise observance thérapeutique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Sédou, pour ce riche partage et de cette expérience extraordinaire que vous avez avec tous ces patients glaucomateux au nord du Sénégal. Eh bien, je poursuis en ouvrant la session de questions-réponses. N'hésitez pas, je pense qu'il y a beaucoup de questions éventuellement. Pardon, alors voilà. Il y a beaucoup de questions probablement liées au thème. Donc voilà, on attend vos questions. Pour certains, vous pouvez activer le micro. J'ai une question pour commencer qui me vient à l'esprit. Voilà, donc les questions via le micro, via le chat, pour ceux qui n'ont pas accès au micro. Voilà, donc j'ai une première question, c'est d'où Dr So, lorsque vous avez un patient qui fait un pic de pression en post-traitement SLT, quelle est la conduite à tenir? D'accord, merci Emmanuel. Donc, pour les pics pressionnels post-SLT, il faut savoir parfois c'est normal. Donc, ça va dépendre de la tension oculaire. Juste après le SLT, en cas de pic, il faut prendre le tonus. Si la tension elle est importante, dans ce cas, il faut donner un hypotonisant, mais en courte durée. Un hypotonisant qu'on peut donner à 24-48 heures, on recontrôle le patient et si la tension baisse, on peut arrêter le traitement. Moi, c'est ce que j'ai fait d'habitude. Maintenant, l'autre chose est que quand on a de l'apraclonidine, l'avantage, c'est que ça nous permet d'éviter ces pics tensionnels post-SLT. OK, parfait. Alors, je vais vérifier si on a des questions. Alors, qu'est-ce qu'une personne a une expérience SLT qui est similaire ou qui utilise, ça serait intéressant de savoir qui déjà dans l'Assemblée a utilisé ou utilise laser SLT et est tout à fait d'accord avec avec les propos qui ont été tenus aujourd'hui. Il y a Bas qui disent qu'il a une expérience SLT aussi et on aimerait bien l'écouter. Docteur Ba, un commentaire? Alors, pour l'accès au micro, je vais essayer de vous le donner. Effectivement, comme c'est un webinaire où on avait probablement, il était possible d'avoir énormément de personnes, donc par défaut, le micro était désactivé. Donc, je vais essayer de vous donner l'accès. Il faut que je puisse trouver. Voilà. Alors, je vais vous donner l'accès. Ah. Voilà. C'est bon, docteur Ba, je vous ai autorisé le micro. Alors, je voulais remercier tous les présentateurs. Merci à vous. Merci pour ces riches partages. Et effectivement, j'ai une expérience SLT à Conakry. On a la machine Elex. On utilise beaucoup. Moi, j'ai systématisé d'ailleurs le traitement SLT chez tous les patients naïfs. Alors, les patients glaucomateux qui viennent chez nous, qui n'ont jamais pris de traitement, et ça a donné, on a fait déjà une étude qui a été publiée dans un journal togolais. La SLT en première intention, elle marche très bien avec nous. Et ça nous permet, comme le disait Emmanuel par rapport et le professeur de la Torre, c'était vraiment un modèle par rapport à l'économie des patients. Je me rappelle bien, j'ai un collègue médecin qui était venu chez moi, je lui ai dit, bon écoute, moi, on a diagnostiqué glaucomateux, il m'a expliqué, je suis venu, j'ai confirmé le diagnostic, je l'ai mis sous traitement, ça fait 4 ans, il est toujours à 12. Alors qu'il était venu chez nous, il était à 23 quand il était venu avec un cop disque 0,6 et à droite 0,5 à gauche. Et heureusement pour lui, il n'avait aucune goutte qu'il avait mis parce qu'il venait d'être dépisté. Et je lui ai fait la SLT.
jusqu'à maintenant, depuis 2021, je disais, il a toujours 12. Le max que j'ai trouvé récemment, il était à 13. Je lui dis, écoute, on continue à surveiller. Si la tension montait jusqu'à 16, 17, 18, je te refais encore la SLT et on va suivre. C'est ça l'avantage de cette technique, parce que là, elle est reproductive. Donc, le fait que ce soit reproductif, c'est ça par rapport à la chirurgie qui est une seule fois, quand ça se rebouche chez nous, les patients mélanodèrmes, il n'y a pas de possibilité, on est obligé de revenir sur les gouttes. Par contre, la SLT, on peut la faire autant de fois qu'on peut le faire, ce qui fait son avantage. Mais je n'ai malheureusement pas une expérience avec la subcyclo. Je suis tout à fait content que ce soit un proche frère du Sénégal qui la pratique. C'est qui est sûr que je pourrais avoir son expérience aussi parce qu'on a assez de glaucome néovasculaire. Je crois que ça peut bien marcher. C'est mon avis, je ne sais pas trop si vous pouvez me dire quelque chose par rapport à cela. Ça, c'est la question. Merci. Merci bien. Le plus important est qu'avec les SLT, le traitement est entre les mains du médecin et non des patients. Et le contrôle, c'est pour les médecins. Très bon, merci. Merci. Maintenant, la cyclodestruction ou la cycloaffaiblissement par le laser diode, est-ce que c'est faisable chez le glaucome néovasculaire? Honnêtement, sur la subcyclo, il n'y a pas de réelle contre-indication. C'est un peu comme le SLT d'ailleurs. C'est un laser qui va cibler l'épithélium pigmentaire des corps ciliaires. Donc, dans la mesure où ça crée une zone de coagulation, ça va diminuer l'évacuation de l'humeur aqueuse. Donc, j'ai pas les guidelines sous les yeux pour vous donner exactement, mais je pense que je peux les partager d'ailleurs. Je vais repartager sur ma présentation parce que c'est une bonne question pour le glaucome néovasculaire. Si ça fait partie des contre-indications. Alors, moi, personnellement, Emmanuel, j'ai eu à le tester. C'est les patients qui présentent un glaucome néovasculaire. Et bien sûr que oui, ça marche bien. Parce que, comme on dit, c'est un cyclo-affaiblissement. Donc, ça entraîne une baisse importante de la pression intraoculaire. Vu que dans le glaucome néovasculaire, on sait que souvent la tension oculaire est très, très élevée et que les traitements médicaux n'ont pas une efficacité réelle. Donc, le subcyclo marche bien. Je suis d'accord. Merci, Dr. Sow. Je suis d'accord. Et c'est très important que si le patient est diabétique, le contrôle de la panphotocoagulation, la coagulation périphérique, parce que les facteurs de vasculaire de cresciment, c'est élevé et c'est nécessaire un contrôle de l'infirmité enfante. Donc, ça permet un contrôle chez les enfants, c'est ça que Mario dit. Normalement, les diabétiques, les patients diabétiques, de produire les facteurs de cresciment vasculaire et la photocoagulation, c'est un traitement qui est ajouté les diminutions de la prolifération vasculaire, spécialement dans les angles. Les injections intracamérulaires, c'est aussi alternatif, mais la diminution de la pression, SLT, c'est good pour la diminution initiale. Subcyclo, c'est pour la moyenne, et les thermocyclos, c'est pour la, comment tu dire, c'est pour la correct. C'est ça. Réfractaire. Oui. Réfractaire. Très bien. Alors, on a une autre question. Docteur Habib Diomandé, avec l'efficacité des lasers, quelle serait la place future des antiglottes comateux qui sont coûteux et connaissent une mauvaise observance à la longue? On est sur la mauvaise observance, quels que soient les patients, quels que soient les pays, la mauvaise observance, elle est là.
On est sur le problème de l'éducation thérapeutique du patient, qui même dans nos contrées développées où les patients ont accès aux soins tout le temps et voient le médecin régulièrement et font des suivis tous les 6 mois dans le cas de glaucome, on se retrouve aussi avec des patients qui ne font pas de l'observance et ce n'est pas forcément lié au coût. C'est vrai que dans vos pays, l'accès aux médicaments est beaucoup plus difficile et en plus le coût est élevé puisqu'il n'y a pas de remboursement. Voilà, donc la place des futurs antiglaucomateux, si les laboratoires sont en mesure de fabriquer des antiglaucomateux pas chers, pourquoi pas. Par contre, ça ne règle pas le problème de l'observance. Le problème de l'observance, il est pareil chez tous les patients, grosso modo. Voilà. Une autre question, est-il possible de reprendre le SLT si le patient fait une rechute au cours des 6 mois? Si je m'en réfère à ce qu'a dit Dr Sedouso, ça n'a pas marché pour certains de ces patients au bout d'1 mois et donc ils ont été retraités, n'est-ce pas, Dr So? Oui, effectivement, Emmanuel. Et puis, il faut savoir que le retraitement est même possible au bout d'1 mois après. Parce que le plus souvent, moi, les SLT, j'évalue le patient à 1 semaine. Après, à 1 mois, si à 1 mois, je vois qu'il n'y a pas une baisse pressionnelle assez importante, on peut retraiter encore. Donc, au bout d'1 mois, 6 mois, 1 an, jusqu'à 2 ans, on peut retraiter. L'essentiel est de suivre le patient régulièrement. Une autre question pour vous, Dr So. Combien de retraitements maximum avez-vous dû faire avec le SLT? Alors, au bout de 2 ans, j'ai qu'à faire 2 retraitements maximum. Et ça, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est surtout les patients qui étaient polytraités, qui étaient sous bi- ou thérapie. Donc, il y en a qu'on a eu à retraiter. Mais c'est les patients avec des yeux naïfs. D'habitude, on n'a pas recours à un retraitement durant la première année. Maintenant, il faut savoir que l'efficacité du SLT, c'est pas continu, elle est limitée en fonction du temps. Donc, même un patient avec des yeux naïfs, avec bon répondeur à une première séance, peut être retraité au bout de quelques années. Il y a même une étude qui avait été réalisée pour savoir combien on faisait de retraitements sur le long terme et jusqu'à combien de retraitements on pouvait aller chez les mêmes patients. Si je me souviens bien, cette étude était sur plus de 6 ans, je crois, voire 10 ans. On considère qu'après le premier traitement, il y a 30% des patients qui seront retraités au bout d'1 an, 50% des patients seront retraités au bout de 2 ans et 20%, quelque chose comme ça, ou 30, je ne sais plus, seront retraités au bout de 3 ans. Après, il y a des cas, toujours des cas un peu exceptionnels où au bout de 4 ans, ça tient toujours, etc. Mais globalement, on peut retraiter. Après, le nombre de fois que l'on peut retraiter un patient, on sait que sur la durée, on peut faire 3 retraitements, mais au bout de 3, 4, 5 retraitements, la baisse pressionnelle sera beaucoup moindre en fait. On va un peu arriver au bout des possibilités du laser SLT. Donc, il faudra après basculer sur un autre type de traitement. OK. Nous oublions que le traitement, c'est un traitement non destructif. Hein? Et la possibilité de retraite, c'est important. Et c'est une autre étude qui dit que le premier traitement, c'est possible un retraitement en un mois un mois after un mois, et le résultat c'est meilleur que la première option. Les retraitements, c'est bon un mois après. Oui, effectivement. Merci Mario de le préciser. Ce qu'a montré une étude, c'est qu'effectivement, le deuxième traitement laser est plus efficace que le premier. C'est tout récent. Ça a été mis, il y a une étude qui est sortie cette année. Voilà pour clôturer par propos du SLT. À propos de retraitement, la subcyclo-diode, c'est aussi quelque chose qui peut être réalisé plusieurs fois. Hein. C'est quelque chose qui est non destructeur, donc le retraitement est possible. Je terminerai. Il y a la dernière question.
une autre question qui dit merci aux orateurs. Le piège de la SLT chez le ménadoderme, c'est la modulation de l'énergie la plus faible possible. L'équipe de Lomé a une expérience de plus de 10 ans. Eh bien, très heureux de l'entendre. Et effectivement, dans nos guidelines, donc on ne les a pas parcourus en détail, mais dans nos guidelines, il est bien précisé que pour le patient mélanoderme, donc trabéculum très pigmenté, il y en a même qui ne traitent qu'à 0,5-0,6 millijoules sans atteindre la bulle de champagne parce que eh ben, justement ce traitement se trouve rudement efficace et avec même donc dans ces cas-là voilà, c'est un dosage qui est un peu plus précautionneux mais qui fonctionne de rester à 0,5-0,6 millijoules. Oui, nous avons la même expérience en patients mestizos. La pigmentation de l'angle est différente en les différentes parts et c'est une modulation de la puissance et l'affluence de l'SLT dépendant de la pigmentation et des différents quadrants de l'angle. Une autre question qui concerne les formations sur le laser. Y a-t-il des formations pratiques organisées pour l'utilisation de ces lasers? Ma réponse est oui, de différentes formes. Nous avions prévu mon déplacement chez Oftazone en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour faire justement une séance de formation sur les lasers avec des faux yeux, parce qu'on peut le faire. On peut réaliser du SLT sur faux yeux. Pour des raisons de disponibilité de matériel, ça n'a pas pu se faire, donc on a basculé sur ce webinaire. Par contre, l'équipe Oftazone est formée au laser. C'est moi qui me charge de leur formation. Et donc, je pense que dans l'équipe, vous êtes en mesure de solliciter Sadreddine Meri ou Ibrahim pour pouvoir bénéficier de ce genre de formation sur place chez vous lorsque vous faites l'acquisition de l'appareil. L'équipe Oftazone, vous pouvez rajouter un mot au besoin si vous souhaitez. Oui, voilà, c'est exactement ça. Surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez plus de questions. Alors, juste, il y a le docteur Egwe Weladi Karine qui a levé la main. Si on peut lui donner l'accès au micro, s'il te plaît, Emmanuel. Alors, quelles sont les initiales de... Alors, je ne sais pas comment... Attendez, parce que lever la main, j'ai vu une main levée, c'est Dr Ban, mais je n'ai pas l'autre. Il y a une deuxième main qui est levée depuis à peu près attendez. 10 minutes. Ah, pardon. Alors, attends, je vais la voir. EC, Dr EC, Egwe, oui. Alors, je vous donne, Dr Egwe, je vous donne la main dans une seconde. C'est à vous. Il faut réactiver votre micro et ça fonctionne. Allô. Oui, Allô? on vous entend. Alors, bonjour. Merci. Bonjour, je voulais remercier le docteur So pour sa brillante présentation. C'était surtout pour un partage d'expérience. Je suis ophtalmologue au CHU de Fort-de-France et je fais beaucoup de SLT et vraiment, je trouve que ça marche beaucoup, surtout chez les patients dans les hypertonies oculaires, sans faute. Les retraitements, oui. Après, nous, on reste à peu près 0,6. On arrive à voir la bulle et on la baisse un tout petit peu. Ça donne de très bons résultats. Il nous arrive de coupler SLT, subcyclo chez certains patients qui étaient sur bithérapie et arrêter la bithérapie. Nous avons également utilisé, nous faisons le SLT en 2 séances. Nous faisons d'abord le méridien inférieur. C'est peut-être une déformation parce qu'on essaie de laisser le supérieur pour une éventuelle trabéculectomie. On se dit ça comme ça, mais on ne sait pas si vraiment ça a un impact. Mais vraiment, aujourd'hui, avec la protection de la surface oculaire, je pense que c'est un bon challenge pour préserver la fonction visuelle chez les patients glaucomateux. Et voilà. Bon. Merci de votre partage. C'est un excellent retour. Et oui, l'utilisation des lasers, comme vous le précisez, permet de préserver non seulement la fonction oculaire, le champ visuel, mais aussi la surface oculaire. Et parfois,
parfois dans les pays Afrique francophone, enfin de l'Afrique en général, l'accès aux gouttes, lorsqu'il est là, il y a un choix qui s'opère entre les gouttes avec conservateur ou les gouttes sans conservateur. Et évidemment, les gouttes les moins chères sont les gouttes sans conservateur. Et donc, ça altère, enfin, avec conservateur, pardon. Et donc, ça altère considérablement la surface oculaire. Et Dr So, d'ailleurs, je pense que vous avez une expérience là-dedans, j'imagine. Beaucoup de patients qui présentent des problèmes de surface oculaire. Oui, effectivement. Donc, je rejoins Dr Karina par rapport à sa logique. Donc, les SLT reste un traitement vraiment salvateur pour nos patients africains déjà que l'on connaît qui ont des problèmes de surface oculaire à la base, en dehors même d'être glaucomateurs. Donc, étant glaucomateur avec les produits conservés que l'on utilise régulièrement, le problème de la surface oculaire, elle existe, elle est réelle. Et on sait que surface oculaire altérée également entraîne d'autres complications dans les traitements chirurgicaux ultérieurs qui pourraient être préconisés chez certains patients. Donc, le SLT vraiment reste important. Et pour moi, le plus important, c'est qu'on sait que l'objectif thérapeutique la plus importante dans le glaucome, c'est de pouvoir maintenir, de contrôler la tension intraoculaire du patient sans dépendre du patient pour la contrôler. Et ça, il n'y a que le SLT qui peut nous le donner. Emmanuel? Oui. Can you translate what I say? Yes. Yes. There are studies that identify that even drops, eye drops, without preservatives, they have problems and they have damage in the surface, the ocular surface, because the molecule make it possible. Beta blockers is one of them, and there are another ones. I mean, it's not only the damage for the preservative, but also for the molecule itself. Can you translate it for all? Oui, Mario. Oui, pour certains ont dû comprendre, en fait, il y a des études récentes qui montrent que même les collyres sans conservateur présentent une altération de la surface oculaire à cause du principe actif lui-même, genre bêta-bloquant ou autre, qui est suffisant pour entraîner un dommage de la surface. Donc, donc voilà, il y a bien les avec conservateur, sans conservateur, mais même les sans conservateur peuvent altérer la surface. Une autre question, il a été demandé si vous y avez accès aux présentations que l'on a faites aujourd'hui. Moi, je suis tout à fait d'accord. Par contre, on les transformera en format PDF pour que ce soit moins lourd et on les fera passer à l'équipe Oftazone qui se chargera de vous les remettre. Alors, est-ce qu'on a? Faut-il traiter un patient par ces lasers pour un GPN glaucome à pression normale? Ah, alors là, for a normal pressure glaucoma, Professor Mario, what do you think about SLT? SLT works better if you have higher pressure. And if you have 29 or 30, it works perfect. It's less useful in my hands with normal pressure glaucoma. I prefer another kind of solutions because it all depends your target of pressure. I mean, if you begin with 18 and you use SLT, probably you don't get more than, you don't get to 15 or you don't get to 40 to 12 that normally is the target pressure that you want. And then I prefer use SLT in those patients. They have high, medium high pressure because the results are better. Merci Mario. Dr. So, what's your experience? Yeah. Oui, c'est la même chose, hein, comme il l'a dit, parce que le SLT, il est mieux quand la tension oculaire est plus élevée. Donc, il y a même des études qui disent qu'en deçà de 15, elle n'est pas aussi efficace, mais quand le tonus est plus important, plus de 15, voire 20 jusqu'à 30, donc plus le tonus est important, plus le SLT et les résultats du SLT sont meilleurs.
Donc, pour un glaucome à pression normale, je ne pense pas que le SLT soit l'indication la meilleure. Moi, Après, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. ouais. Après, finalement, comme le SLT ne présente aucun effet secondaire ou aucune contre-indication majeure, ça vaut le coup d'être tenté. Oui, pourquoi Après, pas. si ça n'a pas eu d'effet, il faudra basculer sur autre chose. Uh, Et plus la pression est basse, comme vous ne pouvez espérer que 30% de réduction, ben, plus la pression est basse, et plus ce sera difficile de la baisser, quoi. and remember, some of the undesirable effects of SLT could be in the first day or second day, and a spike of pressure is expected. I mean, in my hands, if I have very high pressure, I mean, over 30, I don't use SLT. I prefer to be a conservative in that case because it can elevate the pressure as a adverse event that is transitory but important in some kind of patients, especially if they have reduction of the visual field. Voilà, faire attention au pic pressionnel post-SLT qui peut vraiment être gênant dans les cas où les patients ont déjà plus de 30 mm de mercure. Ce n'est pas forcément ce que le professeur Mario Della Torre utilise pour ce type de patient. Bien, je pense qu'il faut mettre fin quand même à la session. Il y a eu beaucoup de questions. Allez, une dernière éventuellement, mais sinon, je pense que voilà, on a fait 2 heures ensemble. C'était une session extraordinaire. Je remercie tout le monde, tous les participants pour leur temps. Et puis, eh bien, les orateurs, merci Dr So de votre temps. Merci professeur Mario Della Torre. Merci l'équipe Oftazone. Et donc, on se retrouve bientôt sur le terrain ou pour notre webinaire sur un autre thème, pourquoi pas. Merci, Manu, merci. Merci, Voilà. merci, Dr. So. Bonne fin de journée à tous. Merci à tous. Merci, Emmanuel. Je suis Merci, honoré pour votre représentation, Dr. So, et aussi Emmanuel. Merci pour tout. Merci, professeur. Merci à Manu. tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.